En partenariat avec Midrashet Yehuda Manitou et on est très heureux d'être avec le guide David Chawad. Boker Tov David, est-ce que tu nous entends bien? Shalom ou bracha, je vous entends très très bien. Alors, alors, on est très heureux d'être avec toi. On change un petit peu de sujet. D'un côté, le Rav Kamal a parlé des Kaparot, du Beth Amikdash, du Rambam. Toi, on va parler un petit peu d'histoire, mais je suis sûr que à travers l'histoire de la guerre de Kippour, tu vas également relier ça à une idée peut-être un peu spirituelle ou qui se relie également aux 10 jours de Teshuvah. Bechavod, David, pour nous parler de l'avant Kippour et après la guerre de Kippour. Toda Rabba. Alors, tout d'abord, effectivement, on parlait après le Rav Ackerman, on était dans le Beth Amikdash, on était dans le Saïr la Azazel. D'un coup, on doit retourner sur terre. C'est pas évident, mais cette semaine, on a lu dans la paracha un verset dont on parle souvent, Zechor Yemot Olam ou Binush Dor Vador, c'est-à-dire qu'on doit essayer de comprendre l'histoire, pas uniquement au niveau d'une somme de dates, mais au niveau de Binou, Bina, c'est le discernement en français, comment regarder comment Dieu apparaît dans l'histoire. Et le Rav Tzvi Udakouk, il rappelait tout le temps que son père, il écrivait Historia, non pas avec un tête, comme on a l'habitude d'écrire des noms qui viennent qui ne viennent pas de l'hébreu, mais avec un tav, pour dire que c'est Estéria, que Dieu se cache dans l'histoire. C'est qu'on a du mal des fois à comprendre on va dire comme ça, l'image générale, mais plus on se recule et plus on arrive plus on arrive à comprendre certaines phases de l'histoire. Peut-être une chose qu'on a aujourd'hui beaucoup de perspectives, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui a été la plus grande catastrophe depuis le Khorban Beth Amikdash, depuis la destruction du deuxième temple. De cette expulsion des Juifs d'Espagne, on sait qu'il y a eu énormément de morts, énormément de catastrophes au niveau humain, au niveau spirituel, mais un tout petit groupe est sorti de cela, est arrivé à Tzfat, et en fait, c'est le début du retour à Sion. C'était le moment où Akadosh Baruch Hu avait décidé de commencer à fermer l'exil et à commencer à revenir en Israël. Et en fait, on a compris qu'avec le temps de cette catastrophe-là, de là est sorti quelque chose de bien. Alors, tout le monde nous pose toujours la question, donc si les catastrophes sont bonnes, alors pourquoi on se plaint qu'il y a des catastrophes? Non, ça peut arriver autrement, mais que même d'une catastrophe, on peut regarder comment de là, on arrive à avancer. Alors, on a parlé beaucoup de Seir Lazazel, de Beth Amikdash, et c'est intéressant que justement le jour de Kippour, c'est un jour qui, a priori, et aujourd'hui, comme on le vit depuis la destruction du temple, c'est une journée très, très spirituelle. Mais en fait, si on regarde, tout le travail du Beth Amikdash, on est dans le Moussaf, je me rappelle quand j'étais jeune, une fois, quelqu'un m'a donné un Marzor, et il y avait à côté la traduction en français, et j'ai lu pendant le Moussaf qu'est-ce qu'on disait. Et là, on s'aperçoit que on a du mal à comprendre le spirituel, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup d'actes physiques, et on bouge ça à droite, et on bouge ça à gauche, et on va là, et on va derrière. Et en fait, on a l'impression que cette journée de Kippour, c'est relier toute notre vie matérielle en lui donnant un sens et en essayant de sortir de ça pour comprendre le lien au spirituel. Et que c'est étonnant que ce n'est pas une journée où on fait un jeûne de la parole, où on médite, où on étudie, mais c'est une journée où on fait des choses, on va dire, physiques, techniques, terrestres. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je pense qu'on peut comprendre que l'histoire dont on va parler maintenant, avant la guerre de Kippour, pendant la guerre de Kippour et après la guerre de Kippour, va nous permettre de comprendre comment les choses sont reliées, comment les choses techniques, matérielles, les choses qui sont très, très terre à terre, elles ont aussi souvent une dimension spirituelle ou que nous comprenons ou que nous ne comprenons pas d'ailleurs, comme beaucoup de cas. Alors, on va parler en fait en trois parties. On va parler tout d'abord de qu'est-ce qui s'est passé avant la guerre de Kippour. On va dire depuis la création de l'État, depuis 48 jusqu'en 73, quelle était un peu l'ambiance, qu'est-ce que les gens ressentaient, parce qu'en fait, ça va avoir une énorme influence sur la guerre de Kippour et sur la réaction à la guerre de Kippour. On va s'attarder, même si d'après les gens que je vois, et la majorité était déjà adulte pendant la guerre de Kippour, moi j'étais un peu jeune, pour se rappeler ce qui s'est passé, mais on va rentrer dans des détails parce qu'en fait, dans ces détails-là, on va comprendre on va dire comme ça, l'importance du traumatisme de la guerre de Kippour. J'aimerais juste donner peut-être une petite idée. On a aujourd'hui encore, sont en vie, ils ont plus de 90 ans, le chef du Mossad de l'époque et le chef des renseignements militaires de l'époque. Jusqu'à aujourd'hui,
ils ne se parlent pas. Il y a quelques années, on les a fait parler à travers une émission. Jusqu'à présent, il y a un traumatisme. Qui est responsable? Jusqu'à présent, tous les ans, on sort un nouveau papier, une nouvelle découverte, et on parle quand même de dizaines d'années après, on n'ose pas tout raconter. C'est quand même dingue. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est mis sur la table, tout est diffusé. J'ai compris qu'il y a un film qui est sorti sur le fameux espion qui était Marwan, qui avait donné, on va appeler ça, on dit Yediat Azav, la source sûre la veille, et qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé dans la vie. Il s'est suicidé, il a été tué. Et jusqu'à présent, on ne sait pas encore qui était son commandant, qui l'a fait travailler. Bref, des dizaines d'années après, le traumatisme est tellement grand qu'on n'arrive pas encore à au moins avoir des faits et des dates. C'est pour ça qu'on va revenir sur les faits, comprendre ce qui s'est passé. Et ensuite, et c'est là où on va arriver, on veut comprendre des conséquences. Mais alors, je vais déjà vous spoiler la fin. Il y a quand même beaucoup de positifs. Il y a beaucoup de positifs, même si on est passé par des moments difficiles, avec des traumatismes qui sont difficiles. On va comprendre comment aujourd'hui, dans cette histoire-là, on peut, oui, sortir le positif et comprendre comment, d'une période très, très difficile, on a pu quand même ressortir avec des choses qui ont permis de faire avancer notre peuple, de faire avancer notre État, de faire avancer toute cette période-là depuis la création de l'État d'Israël. Alors, on va commencer peut-être avec avant. Alors, avant, il faut comprendre que depuis 1948, eh ben, en fait, on a une seule tranche de dirigeants qui se ressemblent tous, qui viennent tous plus ou moins du même modèle. Ils viennent tous d'Europe, ils viennent tous du monde laïque, socialiste. Ils ont tous une grande réussite depuis 1948, depuis la création de l'État. Ce sont des gens qui ont créé l'État, ce sont des gens qui nous ont créé un État contre toute attente. Je rappelle juste qu'en 1948, 5 armées arabes nous ont attaqués, plus les Arabes de l'intérieur d'Israël. On n'a pas de tanks, on n'a pas de canons, on a un fusil pour 4 soldats, on a 10 cartouches par fusil. Je fais ça très court. On arrive à gagner une guerre à un prix terrible. On parle de 6 000 morts quand il y avait 600 000 habitants, 1% de la population meurt. Mais on arrive à créer un État contre toute attente. Après ça, quelques années après, on accueille les rescapés de la Shoah qui arrivent sans rien. On n'a pas d'économie, on n'a rien, on commence tout à zéro. On arrive après aussi à accueillir, début des années 50, la Aliyah des pays arabes. Là aussi, on accueille des centaines de milliers de personnes. On arrive à faire l'incroyable et on arrive comme ça à créer un pays de rien, à partir de rien. Et ça, c'est pour les Israéliens qui regardent leurs gouvernants, ils disent waouh, ce sont des gens qui sont des surhommes, sont des surhumains. Ils arrivent à faire des choses qu'on n'aurait jamais pu penser. Ça, c'est ce qui se passe durant les premières années de l'État. Il y a eu quand même quelques petits problèmes, mais on va dire comme ça, plus ou moins ça a été surmonté. On a depuis les années 50 les terroristes qu'on appelle les Fedayoun, qui rentrent par l'Égypte, qui rentrent par la Jordanie. De là, on arrive à résoudre le problème. On crée une unité qui s'appelle la 101 avec Sharon, qui arrive à repousser ces terroristes, plus ou moins. Il y a des attentats, mais c'est plus ou moins sous maîtrise. En 1956, les Égyptiens ferment le canal de Suez et on arrive à prendre avec nous les Anglais et les Français qui nous aident à se battre contre les Égyptiens pour ouvrir le canal de Suez. Donc, on est vraiment tellement fort internationalement que les Français et les Anglais viennent se battre avec nous. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, pour nous, c'est formidable, tout va très bien. On en arrive dans les années 60, il y a des problèmes d'intégration, notamment avec les Juifs qui viennent des pays arabes qui sont très, très défavorisés au niveau des conditions d'intégration, mais le pays avance. Mais on arrive à la veille, le mois de mai 1967, c'est on va dire comme ça, le mois le plus terrible pour l'État d'Israël jusqu'à présent. C'est le mois où Nasser nous promet de nous jeter à la mer. On connaît tous la chanson d'Ul Kamtoum, Dbah, Dbah el-Yud, égorge, égorge les Juifs, c'est sur toutes les radios. Et là, on a toutes les armées arabes autour de nous. On est on va dire comme ça, en situation très, très, très minoritaire au niveau du nombre de soldats, du nombre d'avions, du nombre de canons. Et la blague en Israël qui circule, c'est le dernier qui quitte le pays, qu'il éteigne la lumière.
On est persuadé que c'est la fin de l'État d'Israël qui a juste 19 ans. Et là, les Israéliens qui sont encore dans le mode où on fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, c'est en fait le mode qu'a dit Ben Gurion quand il a décidé que Jérusalem serait la capitale d'Israël. On lui dit qu'est-ce qui se passe avec l'ONU? L'ONU, c'est en hébreu. Il a dit Shmum. L'ONU, qu'ils aillent où ils veulent. Nous, on décide de ce qu'on veut. Et là, les Israéliens vont faire une attaque préventive. Ça va nous enlever le soutien du général de Gaulle et de la France, mais ça va nous permettre d'écraser les armées arabes en quelques heures. En 2 heures, l'aviation syrienne et l'aviation égyptienne. Et en 6 jours, on arrive à gagner une guerre. On est non pas des héros, mais des surhommes. Il y a beaucoup de blagues qui circulent en Israël. On voit tous les photos des chaussures des Égyptiens dans le désert qui voulaient courir très vite, qui ont laissé leurs chaussures. On fait beaucoup de blagues. Pourquoi les Israéliens se sont battus, pourquoi la guerre a duré que 6 jours? Parce qu'ils avaient loué le matériel que pour 6 jours, donc ils avaient peur de payer une amende s'il restait encore une journée. Bref, on va dire comme ça, au top du top. Et on est persuadé que c'est tout, c'est bon. On est complètement invincible. Et à partir de ce moment, on va dire, on est non seulement invincible, mais on a triplé la grandeur du pays. Voilà, on va voir ça tout de suite sur des images. On a reconquis le Golan qu'on avait perdu en 1948. On a conquis tout le Sinaï. On a retrouvé Jérusalem, notre capitale éternelle. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Même, on va dire, on a reçu comme ça un petit bonus. On a reçu les puits de pétrole du Sinaï. Donc, on a commencé à être riche. On a même du pétrole. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus que ça? On est persuadé que c'est tout. On est invincible. Et on va dire comme ça souvent, nos sages nous disent que lorsqu'on relève trop la tête au niveau de notre gava, de notre orgueil, des fois, non seulement c'est une faute, mais ça nous aveugle de beaucoup de choses. C'est que cet orgueil-là, on va voir, il va complètement changer, on va dire comme ça, le mode de pensée en Israël, d'un pays qui, depuis 1948, se bat, fait des choses et a confiance en lui, mais est quand même encore, on va dire, sous contrôle de soi-même pour essayer de regarder qu'est-ce qui se passe autour de lui et de réagir en conséquence. On va rentrer dans un pays en euphorie qui est persuadé qu'il est au-dessus du temps, au-dessus des autres, au-dessus du monde. Et là, on va voir la catastrophe qui va démarrer. La chute va être, on va dire comme ça, plus que brutale. Surtout que, on va dire comme ça, l'histoire de la guerre de Kippour, en fait, commence un petit peu avant. Alors, si la technologie nous le permet, on va tout de suite. OK. On a, je m'excuse, c'est en hébreu, mais ce n'est pas important. On n'a pas encore, David, chez nous. On n'a pas encore. Je vais tout de suite le faire marcher. Pourquoi il ne me laisse pas faire share? Une petite seconde. Voilà. C'est bon? Voilà, super. Parfait. Tu arrives à le mettre en grand écran? On va le mettre tout de suite en grand écran. Voilà. Donc, super. On a en fait, voilà, on est 1967. Je vais faire un petit peu le plan. C'est la guerre des 6 jours, comme on a parlé. La fin, on va s'arrêter en 1977 au changement de gouvernement avec l'arrivée du Likoud. Donc, en 1967, c'est avant. On a en 1973, on a quelque chose qui est en 1970, pardon, commence ce qu'on va appeler la guerre d'usure, qui est une guerre qui n'est pas très connue, mais qui a fait quand même 400 morts. C'est surtout des bombardements qui viennent de Syrie et qui viennent d'Égypte, et qui, en fait, commencent à nous faire comprendre que les Égyptiens et les Syriens, ils n'ont pas vraiment la volonté de rentrer en paix avec nous, mais pour ça, on a les Américains qui interviennent, et puis quand les Américains interviennent, tout se passe très bien, et ils arrivent à faire un accord, qu'on verra tout à l'heure, un accord de cessez-le-feu. Maintenant, juste, j'aimerais revenir, même si c'est en hébreu, si vous permettez, lire 2-3 phrases que je vais traduire. C'est quoi d'où on est tombé avant? Voilà ce que va dire Yitzhak Rabin quelques jours après la guerre de Kippour, après la guerre des 6 jours.
Je je me vois aujourd'hui comme le représentant de milliers de commandants et de soldats qui ont amené l'État à cette victoire extraordinaire de la guerre des 6 jours, et je suis le représentant de Tsahal pour ça. Yitzhak Rabin, c'est le chef d'état-major de la guerre des 6 jours. On est au-dessus de tout, on a gagné, le peuple est avec nous, tout le monde est avec nous. Rappelez-vous bien ça, le peuple est avec nous. Ensuite, voilà, on voit c'est en rouge, mais ce n'est pas très important, pardon, ce qui est écrit. Nos soldats ont compris qu'ils avaient une mission sur eux, une shlichut, et ils avaient une mission qui était juste, et cet amour pour la nation, elle a fait qu'ils ont pu réussir le rôle qu'ils avaient sur eux. Alors pourquoi je vous lis ça? Parce qu'en fait, c'est ça qui va changer. Du jour au lendemain où on a confiance, du jour au lendemain où ce sont nos représentants, du jour au lendemain où les gens pensent qu'on a raison dans ce qu'on fait, ce qui va se passer après, il y a beaucoup de choses qui vont changer, on va le voir. Ça, c'est peut-être une des photos les plus connues de la guerre des 6 jours. Voilà, un soldat israélien, voilà un beau gosse avec des cheveux longs, des yeux bleus. Il a son arme, il est dans le lac de Suez et on est au-dessus de tout. Ça, c'est la réalité telle qu'on voit, qu'on connaît. Je passe très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? On pose souvent, est-ce qu'on s'est établi sur les endroits qu'on a libérés, qu'on a conquis en 1967? Il y a une petite implantation dans le Golan qui s'appelle Merom Golan. Kfar Etzion, à côté, dans le Gush Etzion, les gens reviennent en 1967. C'était tombé juste un jour avant la création de l'État, avec le fameux Hanan Porat. Les enfants reviennent là-bas. Et en 1968, il y a quelques juifs avec leur tête, le Rav Moshe Levinger, Zichron Livracha, qui s'installent à Hebron, dans Hebron, qui passent le Seder là-bas. Donc, on est vraiment tout au début. Il n'y a rien de spécial au niveau de ça. C'est plus, on va dire comme ça, quelque chose de prosaïque. Maintenant, juste quelques dates. Qu'est-ce qui se passe entre 1968 et 1970? C'est la guerre, comme on a dit, d'usure. On fait quelques opérations extraordinaires, comme par exemple aller enlever un radar sur la ville, sur une île Green, une opération extraordinaire. On va dire, on a fini cette histoire-là, on a fini cette chose-là. Maintenant, regardez. Voilà ce qui se passe en 1970. Il y a un cessez-le-feu et Israël décide de complètement changer de conception. On n'est plus une armée qui font des opérations de commando, on n'est plus une armée qui ose, on est une armée qui va se battre comme dans les tranchées en 14-18, comme les Russes. On va faire une ligne qu'on va appeler, ce n'est pas la ligne Maginot, mais c'est la ligne Bar-Lev. C'est le père de l'actuel ministre de la police, Chaim Bar-Lev, qui va dire on va faire une ligne où on va mettre en fait des petits fortins, et c'est ça qui va permettre que les Égyptiens ne nous attaquent pas. Et s'ils nous attaquent, on va les repousser. Alors, pourquoi c'est un changement radical? C'est qu'à partir de maintenant, on est tellement sûr de soi qu'on ne pense plus comme on pensait avant. Avant, on pensait de façon dynamique, on pensait de façon qu'on était sûr de nous au niveau de notre force de combat. Donc, on faisait des opérations militaires où on allait au contact de l'ennemi, on essayait de le surprendre. Maintenant, d'un coup, on décide de devenir comme une armée soviétique, on met des bataillons dans des petits fortins et on avance. Juste pour comprendre de quoi ça a l'air un fortin, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Voilà, c'est un bunker, il y a des fils de barbelés, il y a des tours qui nous gardent. C'est vraiment l'anti-Tsahal. C'est-à-dire, on prend des soldats qui ont l'habitude de se battre, qui ont l'habitude d'oser, et on les met dans des petites boîtes comme ça fermées, et on dit à partir de maintenant, de toute façon, les Arabes ne vont jamais nous attaquer, ils ont peur de nous, vous avez vu qu'ils sont sauvés, et à partir de ça, voilà ce qui va se passer. Juste qu'on comprenne en septembre 1973 qui va se battre contre nous. On a les Égyptiens, les Jordaniens, les Syriens, les Irakiens. Quand les Jordaniens ne vont pas vraiment se battre contre nous, ils vont se battre de façon, on va dire comme ça, indirecte, mais on a à peu près 1 100 000 soldats d'infanterie, on n'a que 350 000 soldats israéliens, dont des réservistes. Maintenant, ça aurait dû quand même peut-être tilter dans le gouvernement israélien quand même que s'ils nous attaquent, on est quand même en sous-nombre. Mais non, on n'a pas besoin de voir tous les chiffres, mais regardez la conclusion des chiffres. Le nombre de bateaux
le nombre de bateaux chez les Arabes, 5900, chez nous, pardon, de tanks, 5900, chez nous, 2000, les canons d'artillerie, pratiquement 5000, chez nous, 800, les avions, ils en ont pratiquement 1000, on en a 400, les bateaux, ils en ont 100, on en a un 40, etc., etc., etc. Mais chez les Israéliens, il n'y a aucun problème. Mais on est plus fort, on est les plus forts au monde. On n'a pas besoin de s'armer. On n'a pas besoin de s'armer. C'est-à-dire que le général de Gaulle et la France ont arrêté de nous armer en 1967, ok, mais les Américains, on n'a pas encore demandé aux Américains. Les Américains vont nous donner que pendant la guerre des armes. Ils vont nous faire un pont aérien. On n'a même pas besoin de se réarmer. On prend les mêmes matériels de la guerre des 6 jours, ok, on fait des économies, ce qui est complètement invraisemblable, mais on est sûr de nous. Ok, j'avance rapidement. Pour comprendre, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vais pas maintenant rentrer voilà, dans des détails, même si on ne comprend pas l'hébreu. En fait, on a comme ça. On a d'un côté le Premier ministre, on a d'un côté son petit gouvernement, son petit cabinet, ok, et on a ici tous les gens qui doivent prendre des décisions. Ce n'est pas important qu'est-ce qui est écrit à droite, mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont responsables. On a le ministre de la Défense, Moshe Dayan, on est son secrétaire militaire, on a le responsable du Mossad, Zvi Zamir, ok, on va voir plus tard le responsable du renseignement militaire, Zeira. Mais non, pourquoi je vous montre cette photo-là? Là, en jaune, vous avez Zeira, parce que pendant des années jusqu'à aujourd'hui, tout le monde se dispute qui était au-dessus d'où, où allaient les flèches, qui était responsable. Est-ce que le responsable du renseignement militaire, il aurait dû être à la droite du chef d'état-major? Est-ce que le chef du Mossad, il aurait dû être à droite du ministre de la Défense? Alors, pourquoi je vous montre ce tableau-là? Parce qu'en fait, ça, c'est en fait toute l'erreur de la façon de penser. C'est qu'en fait, il n'y a aucune coordination entre tous les gens qui travaillent ensemble. Chacun est dans son petit coin. Il n'y a pas une personne qui a une hiérarchie l'une sur l'autre. Et en fait, à la fin de la guerre, quand on va enquêter, la première question que tout le monde va poser, mais comment vous êtes organisé? Et là, on va s'apercevoir qu'on est organisé, comme on dit en français, la bonne franquette. Quand je dis la bonne franquette, hélas, ça va nous coûter une guerre avec 3000 morts pratiquement. Mais on a la bonne franquette, c'est-à-dire que chacun va mettre la responsabilité l'un sur l'autre. Alors, ce qu'ont fait les Égyptiens, c'est, on va juste lire Élie Zeira, qui était le chef des renseignements militaires, quelques mots, là, ce qu'on va appeler la conception, en hébreu, à conceptia. La conception qui dit, d'après toute la logique, les Arabes sont limités. Dans les prochaines années, ils ne vont jamais attaquer, ils ne pourront jamais nous gagner, on est trop fort pour ça. On a aussi fait des bunkering qui vont les empêcher d'arriver. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de se préparer à quoi que ce soit, ils ne pourront jamais gagner Tzahal. On parle de avril 1973. On parle de quelques mois avant la guerre. Le chef des renseignements militaires, il fait comment on appelle ça, une liaison entre notre force suprême et le fait qu'ils ne pourront jamais nous attaquer. Et il est persuadé qu'il a raison. Et toute l'armée va travailler en fonction de son analyse. Où on en est juste maintenant là? Quand la guerre de Kippour éclate, elle éclate, on va juste rappeler en 1 minute qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'à un jour avant la fin, ils vont attaquer, ils ne vont pas attaquer. Ils voient tous les indices qu'ils vont attaquer. Les armées syriennes avancent, se mettent en position. Les armées égyptiennes se mettent en position. Les conseillers russes en Égypte et en Syrie quittent la Syrie et l'Égypte. Mais on est sûr de rien. Mais il va se passer une chose. La veille, il va y avoir ce fameux espion qui va dire la veille, on va dire comme ça, en pleine nuit, la veille de Kippour, ils attaquent demain à 6 heures. On en est sûr. C'est-à-dire que tous les papiers nous montrent la veille, en pleine nuit, dans la nuit de Kippour, dans la nuit entre le 5 et le 6, si on compte le calendrier grégorien, on est sûr qu'ils vont attaquer. Ça, on est sûr à 100%. Maintenant, qu'est-ce que va faire Golda Meir?
Elle ne va pas faire ce qu'ils ont fait dans la guerre des 6 jours. Elle ne va pas faire une attaque préventive. Elle va parler à l'ONU en leur disant qu'ils vont attaquer. D'après l'espion, ils doivent attaquer à 6 heures. Les armées arabes avaient prévu d'attaquer à 6 heures. Dès qu'on a parlé à l'ONU, ils ont compris qu'on savait qu'ils allaient attaquer. Ils ont avancé leur attaque à 2 heures de l'après-midi. À 2 heures de l'après-midi, quand les gens sont à la synagogue ou à la maison, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de télévision à l'époque, il n'y a pas de radio qui marche. Et la guerre va nous prendre vraiment au dépourvu. Maintenant, là, on ne va pas faire le procès des Israéliens de l'époque, mais on peut juste dire les erreurs tragiques. On supplie Golda Meir d'appeler les réservistes avant que la guerre éclate. Au moins, on les appelle, au moins, on les prépare. On supplie Golda Meir de faire avancer les tanks dans le Sinaï vers le canal de Suez. Elle refuse. Elle se dit, si je fais ça, ils vont donner comme excuse que c'est nous qui avons commencé, on a engagé des réservistes, on a fait avancer les tanks. Elle refuse. Ces deux choses-là vont avoir une conséquence tragique. Le premier jour de la guerre de Kippour, il va y avoir plus de 500 morts. Toute la guerre des 6 jours, il y a eu 680 morts à peu près. Le premier jour de la guerre de Kippour va être une hécatombe. Le fait qu'on n'a pas demandé aux réservistes de venir, cette journée qu'on a perdue, elle a été terrible. Le fait qu'on n'a pas avancé les tanks dans le Sinaï, ça a permis que les commandos syriens sont rentrés et ça a permis qu'ils nous ont massacrés dans toutes les dimensions. Très rapidement, je vais vous donner juste un exemple, ça c'est dans le front de la Syrie. Dans le front de la Syrie, ils ont réussi à défoncer toutes les lignes. On a des histoires extraordinaires de gens qui se sont battus, qui ont marqué. Zvika dans le sud, qui s'est battu tout seul avec un tank pendant 24 heures. Dans le nord, on a Kahalani, qu'avec 11 tanks, il a réussi à arrêter des centaines de tanks. Emek Abacha, la vallée des pleurs, il a réussi à contenir les Syriens de façon incroyable. On a aussi quelque chose qu'on peut parler comme miracle, comme pas miracle. Les Syriens dans le sud sont arrivés au pont Gesher Bnot Yaakov. Ils sont arrivés au pont à l'entrée du Jourdain. Tout était ouvert pour eux pour descendre dans la Galilée. Il n'y avait pas de soldats. Ils se sont arrêtés. Certains disent qu'ils ont eu peur d'une embuscade. Ils ont été arrêtés par quoi? Je ne sais pas. La situation est catastrophique. Les journaux étrangers disent qu'il paraîtrait qu'on aurait une bombe spéciale et il paraîtrait que Golda Meir aurait déjà préparé la bombe spéciale qu'on a ou qu'on n'a pas. En tous les cas, Moshe Dayan va dire la phrase qui va marquer jusqu'à aujourd'hui. On est sur la route de la destruction du troisième temple. C'est-à-dire que c'est la catastrophe. Je passe rapidement. Juste comprendre comment on est encore dans la conception et comprendre le terrible, on va dire comme ça, la terrible déception. Regardez ce que va dire Golda Meir le jour que l'attaque commence, ce qui est assez incroyable. Juste qui est écrit en rouge, Tzahal milcham ve'odef et ha'atkafa. Tzahal se bat et repousse les armées. C'est pas vrai. Le premier jour, c'est une catastrophe. Les lignes dans le sud se font exploser, dans le nord se font exploser. On ne repousse rien du tout. Et la phrase la plus incroyable qui est écrite en rouge, Aval anachnu lo uftanu. On n'a pas été surpris. Mais comment elle peut dire une chose pareille? Elle dit ça 4 heures après le début de la guerre. Shirut Amodin Yadou, nos services de renseignement savaient qu'ils savaient qu'ils allaient attaquer. C'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'on est rentré de gens qui étaient sûrs de soi, mais à la limite qui avaient de quoi être sûrs de soi, qui avaient raison, à des gens qui vivent dans un monde complètement dingue. Ils vivent dans un monde où ils mentent aux gens de façon tellement grossière qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas comprendre une chose pareille. OK. Les journaux israéliens sont terribles. OK, c'est terrible. Et les journaux israéliens parlent de tous de la catastrophe, de la catastrophe, de la catastrophe, de la catastrophe. Maintenant, là-dedans, pourquoi je vous montre ce journal-là? On raconte toujours sur les Israéliens une histoire de 2 grand-mères juives. Alors, si vous voulez des grand-mères polonaises, si vous voulez des grand-mères tunisiennes, ça dépend qui vous aimez. Elles sortent d'un restaurant. Et la première dit, ce restaurant, la bouffe était... c'était horrible la bouffe, elle était horrible. Et l'autre grand-mère juive, elle dit non seulement la bouffe était horrible, mais en plus, il n'y en avait pas assez. C'est un peu ça les Israéliens. Ils se plaignent sur Israël, ils se plaignent sur le gouvernement.
Mais regardez. עשרות ישראלים פנו לשגרירותנו בלונדון וביקשו, עזרו לנו להגיע במהירות ארצה. Des Israéliens dont certains avaient quitté le pays. Ils en avaient marre du pays. La guerre éclate, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à arriver en Israël pour se battre. Et vous voulez m'expliquer une chose pareille? À part l'histoire des deux grands-mères, que même si c'est dégoûtant, on n'en a jamais assez, on ne comprend pas ça. Ça, c'est intéressant. Parce que ça, souvent, c'est peut-être une petite première lueur. Quand on regarde l'image générale, on n'arrive pas à voir le fond derrière. OK. Je passe les journaux, mais ça, c'est déjà un journal qui est déjà beaucoup plus positif, puisque là, on parle déjà qu'on a vraiment arrêté l'ennemi, là, c'est vrai, et qu'on essaie de faire une contre-attaque. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde que ici, on n'a pas de grosses photos, on n'a pas de gros témoignages comme on a aujourd'hui avec des photos avec du sang. Ce qui est important chez les gens, c'est le fond de ce qui est écrit. Maintenant, le plus important, c'est ça qu'on voit ici. Les réservistes sont arrivés. Les réservistes sont arrivés. Qui c'est des réservistes? C'est des pères de famille. C'est des pères de famille avec des enfants. Voilà, moi, je suis comme beaucoup de dizaines de milliers d'Israéliens réservistes. On nous appelle, on vient, on quitte la famille et on rentre dans la guerre. On n'est pas soldats, on ne s'entraîne pas tous les jours. On a beaucoup de choses dans la tête qui nous travaillent. On a une femme, des enfants qui nous attendent à la maison. Il y a la guerre, on y va. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Il sait exactement un réserviste qui risque sa vie. Sa famille sait qu'il risque sa vie. Mais ça ne change pas. La contre-attaque, je fais ça très, très, très rapidement. Après le combat des Mekabacha dans le Golan, les réservistes arrivent. Celui qui n'a pas lu le livre du Rav Sabato, du Rav Chaim Sabato, je ne me rappelle plus comment il s'appelle en français, je crois qu'il s'appelle Claire de Nul, quelque chose comme ça en français. Lisez, lui il est réserviste, il arrive, lisez l'histoire, elle est absolument extraordinaire. Des gens sortent de la synagogue et ils arrivent et ils vont changer le cours de la guerre et on va complètement rentrer en Syrie, on va réussir là-bas à changer complètement la donne, alors qu'on était à une situation où 11 tanks bloquaient tout le nord d'Israël. S'ils passaient Kalani et ces tanks, il n'y avait rien qui les arrêtait, on passe à une contre-attaque. Dans le sud, on a le général Sharon qui va faire quelque chose qu'on va apprécier ou pas apprécier, mais ce qu'il va faire, il va sauver l'État d'Israël, il va prendre une division à lui tout seul, il va enfreindre les ordres et il va décider de rentrer en Égypte, de contourner les armées égyptiennes et de passer par derrière eux. C'est complètement dingue. Son programme est complètement fou. Ça n'a aucune logique dans la logique militaire russe comme on avait avant, mais c'est revenir à Tsad, ce qu'elle était. On ose, on n'a pas peur. Et le moral qui va être relevé du fait que pour la première fois, on va enfin oser faire quelque chose, va aussi changer beaucoup dans la guerre. Je n'ai pas parlé de toutes les fortins qui étaient là. Ils sont tous tombés, sauf un, le fortin qui s'appelle Budapest. Tous les ans, le soir de Kippour, avant de dormir, je lis toujours 2-3 pages sur le début de la guerre pour se rappeler de ce moment-là. C'est peut-être le moment le plus terrible depuis la création de l'État au niveau de la guerre. Vous entendez les radios, ils sont surmenés, les fortins. Certains vont être pris en otage, pas en otage prisonniers, ceux qui auront beaucoup de chance. Beaucoup vont être massacrés. Certains vont réussir à se sauver. Il y a un seul fortin qui a réussi à tenir, c'est le fortin de Budapest, dans le nord. Et d'ailleurs, son commandant, Moti Ashkenazi, on en parlera, ça va être lui qui va être le chef de ceux qui vont de la protestation après la guerre de Kippour. Quand on lit son livre, on s'aperçoit que lui, c'est une des rares personnes qui n'a pas cru à la conception. Alors que tout le monde est en train de bronzer dans les fortins, lui, il prépare, il met des nouveaux bunkers, il met des nouveaux barbelés, il prépare les munitions. On lui dit, mais laisse tomber, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre. Il dit, il n'y a pas de guerre, mais on se prépare quand même. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles le fortin n'est pas tombé. On passe rapidement. Voilà, la contre-attaque fait que les Israéliens passent par derrière l'armée égyptienne. C'est le tournant de la guerre. C'est pendant Sukkot. Et ça nous permet de enfin pouvoir respirer et de se dire que ce n'est pas la fin.
Je ne vais pas passer voilà, tous les fortins qui sont tombés, une tragédie humaine terrible. Maintenant, on va dire comme ça, voilà le titre, Tsal Poretz Betzir Damasek. On arrive à 40 km de Damasek et je vois que M. Blum lève la main. C'est pour poser une question, je n'ai pas de problème. Je ne sais pas comment ça marche. Si vous voulez poser une question, il n'y a pas de problème à poser une question, hein, je pense. On fera les questions à la fin, David. Alors, à la fin, il n'y a pas de problème. Nedfou Pritzot Mitzraim, enfin, les Égyptiens arrêtent d'attaquer, ils ont été repoussés. Ça, c'est le tournant de guerre. Le tournant de guerre, c'est à Sukkot. Beaucoup de choses ont été écrites là-dessus, mais je pense qu'une des choses qui est surprenant, c'est cette force humaine. On est passé du premier jour où on était à la destruction du troisième temple à 15 jours après le retournement de situation. Voilà, plus de 200 ans qu'Égyptiens détruisaient. Enfin, on est déjà dans la fin. Ils sont à 15 km de Damasek. On parle maintenant quelques photos. Golda Meir et Sharon. En fait, on ne sait pas qu'on va avoir une passation de pouvoir un peu plus tard, hein, mais on a encore la génération de la création de l'État. On a le héros, Moshe Dayan avec Golda Meir. Regardez la tête de Golda Meir. Je ne sais pas si on voit bien la tête. Cette photo-là, c'est peut-être la photo la plus connue de Golda Meir pendant la guerre des Kippour. Elle est estomaquée. D'abord, parce qu'il y a un prix difficile. Deuxièmement, personne ne comprend qu'est-ce qui s'est passé. Et on a Moshe Dayan, qui lui, le grand héros, celui qui a toujours vu qu'est-ce qu'il fallait faire, lui aussi, qui a complètement été mis de côté. Et la seule personne qui sort bien de la guerre, c'est effectivement Sharon. C'est effectivement la seule personne qui va sortir de la guerre. Et ici, on a le chef d'état-major d'Ado Eleazar, qui va d'ailleurs pas supporter les conséquences de la guerre, qui va mourir juste une année après. Les armées sont entourées, etc. Les héros, on n'oublie pas les batailles. On a parlé de Tzvika qui s'est battu tout seul. On a parlé de Kalani. On a parlé de beaucoup de personnes qui ont quand même changé toute la guerre. En fin de compte, et je vais finir là-dessus sur le côté de la guerre, on l'a gagnée. Comment c'est qu'on a gagné une guerre? On a repoussé l'ennemi. On a non seulement reconquis tout ce qu'on a perdu comme terrain, mais on est avancé chez eux. On a détruit énormément aux armées étrangères. On a gagné la guerre. Ce n'est pas un problème. On ne va pas passer sur le nombre de morts, etc. Mais en gros, on a, à l'époque, c'était 2200 morts. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu 2700 morts. On a 6000 blessés. On a 300 qui ont été pris en otage. C'est une guerre traumatisante. C'est une guerre traumatisante qui va laisser beaucoup ses marques pour X raisons. Une des raisons, c'est qu'on ne va pas retrouver beaucoup de corps. Et ça, il va y avoir des mois et des mois sur lesquels les gens ne sauront pas si le mari est mort ou il a été pris en otage. C'est la fameuse histoire entre le Rav Goren et le Rav Ovadia, où le Rav Ovadia va commencer à devenir le grand de la génération quand il va, ce qu'on va appeler la tiragunot, permettre aux veuves qu'on est sûr, pour des raisons ilchatiques, que le mari est mort, même si on n'a pas retrouvé le corps, de se remarier. Voilà, juste quelques étapes après. Ben Gurion va mourir juste après. C'est comme aussi un signe que cette époque de 48, elle finit. Ben Gurion, le fameux Premier ministre. Il va y avoir des élections qui vont être gagnées de justesse. C'est la première fois que le gouvernement de l'établissement du Parti travailliste va être touché. Il passe de justesse. Et en 1974, on fait la commission d'enquête Vadat Agranat qui va enquêter sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre. Du fait du début des travaux de Vadat Agranat, de la commission d'Agranat et du fait des protestations, on a un mouvement de protestation avec, comme j'ai dit, Moti Ashkenazi, le seul qui a résisté dans son fortin, avec encore plein d'autres personnes qui manifestent, qui demandent la démission de tout le monde. Golda Meir va démissionner. C'est pour les gens une tragédie. Mais Golda Meir, c'est le héros de 48, c'est elle qui est partie ramasser 60 millions de dollars qui ont permis à la création de l'État. C'est une montagne, Golda Meir. Elle démissionne, va monter au pouvoir Yitzhak Rabin, qui n'était pas très connu du tout, qui était vraiment connu au niveau militaire, mais au niveau politique, non. Et Moshe Dayan va être sorti. C'est-à-dire que vraiment, c'est la première fois qu'on remet tout en question. On va juste sur la commission à Granat rappeler la phrase exacte
Bigla la conceptia lo karaoui. À cause de la conception, on n'a pas été prêt. C'est quoi la conception? Eh bien, quand on est trop orgueilleux et quand on pense qu'il n'y a que nous qui décidons de tout, qu'on ne se prépare pas, qu'on regarde que nous-mêmes, je passerai pas les phrases qu'on dit des dirigeants, qu'on est au-dessus de tout, au-dessus même de la logique. Même quand la logique criait en leur disant non, non, tu te trompes, on n'a pas le temps de parler de tout ce qu'il y a eu. Mais regardez, la commission a demandé que démissionne le Rosh Amman, donc le chef des renseignements militaires qu'on a vu, Eliaou Zeira, et tous ceux qui étaient responsables, renvoyer le chef d'état-major d'Ado Eleazar, qui lui, d'ailleurs le pauvre, c'était sûrement lui qui était le moins responsable, etc., etc. Et surtout, l'échelle à Bitachon à Moufraz, du fait de l'abus de confiance des dirigeants israéliens et de l'armée, on n'a pas pu repousser l'ennemi comme on voulait. Voilà, ça c'est la... Bon, bien entendu, les Américains, ils se mêlent, on n'a pas le temps de parler ça, ils mettent des forces de séparation dans le Sinaï, ce n'est pas le problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, Rabin est Premier ministre, Shimon Peres est le ministre de la Défense, et là, il va se passer quelque chose qui est complètement, a priori, qui n'a rien à voir. Il va y avoir la création de ce qu'on va appeler le Gush Emunim. Ça avait commencé un petit peu après la guerre des 6 jours. Le Gush Emunim, c'est une bande de rabbins du mouvement sioniste religieux. Jusqu'à présent, le mouvement Bnei Akiva sioniste religieux, c'était un mouvement qui était surtout, on allait au kibbutz, on faisait du volontariat, mais il y a deux choses qu'on ne faisait pas. Un, on ne se mêlait pas de faire des implantations, ça c'est la gauche israélienne qui s'occupe de ça, la gauche travailliste. Deuxièmement, on ne s'occupe pas de l'armée, ça aussi c'est eux. Nous, on fait notre petit truc, on fait notre volontariat, on va au kibbutz, on est un petit peu, comment ils nous appelaient, les mashgichei kashrut, on est un petit peu les gens qui mettent leur yiddishké, qui mettent un peu d'ambiance juive à l'État, mais on ne va sûrement pas être au devant. Et là, il va y avoir une révolution totale. Le début de Gush Emunim, en fait, ce n'est pas du tout un mouvement politique uniquement, mais c'est un mouvement social et je dirais spirituel. On vient remonter le moral. Le peuple est démoralisé. Il est complètement démoralisé. Il ne sait pas quoi faire. On a perdu confiance dans le gouvernement. On a perdu confiance dans nos dirigeants. Et en fait, le Gush Emunim, qui a d'un côté, comme on a dit, des gens du Bnei Akiva, des gens du sionisme religieux, et des sionistes laïcs, mais très laïcs, comme Moshe Shahir, comme Moshe Shamir, comme Geoula Cohen, des gens qui sont très laïcs, qui n'ont rien à voir avec le monde religieux, mais qui comprennent qu'à partir de maintenant, ça ne suffit pas d'avoir construit un État uniquement sur une ossature technique. L'esprit qui a poussé la création de l'État d'Israël a fait son travail, il a bien fait son travail. Maintenant, on doit apporter un autre esprit. C'est quoi cet autre esprit qu'on doit apporter? C'est un esprit qui va nous permettre de passer à l'étape supérieure. On a déjà un pays, on est sorti de l'exil, on est là, c'est quoi la situation? Et ce mouvement Gush Emunim va décider de faire des nouveaux villages. Il va commencer dans le Golan, le village de Keshet, dans le Sinaï. Après, on va commencer en Judée-Samarie, le village d'Ofra, Gdoumim. Et d'un coup, personne ne comprend. Mais qu'est-ce que vous faites là? On est complètement, on est au bout du rouleau, on est démoralisé. Et vous faites des nouvelles choses. Ils font non seulement des implantations, ils font des marches, ils font des concerts. Et d'un coup, on a cette jeunesse-là qui nous dit, on a pris un grand coup. Mais de là, on doit rebondir. De ce grand coup-là, ça nous apprend qu'aujourd'hui, on doit passer à l'étape supérieure, de comprendre pourquoi on est là. Qui fait qu'on est là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a aussi une chose qui va se passer un peu plus tard, c'est qu'on va avoir des histoires horribles de corruption, ok? Et le 17 mai 1977, il va avoir les élections et Begin va monter au pouvoir. Begin, qui était une personne non grata, Ben Gurion ne l'a jamais appelé par son nom, il l'appelait par le député à côté c'était le nom de Begin. Tous les gouvernements étaient sans Begin, à part quelques jours, la guerre des 6 jours. D'un coup, il monte au pouvoir. C'est la droite. C'est le côté aussi, ce qu'on va appeler l'autre Israël. Les montées des Juifs d'Afrique du Nord, des pays arabes. D'un coup, on a un changement. La guerre de Kippour, elle va permettre de rééquilibrer les forces. D'une minorité qui a fait un travail extraordinaire
très idéologique, mais qui était une minorité, le peuple entier va se réveiller autour de plusieurs idéaux. Certains vont entrer dans le Gush Emunim, la création d'implantations, le niveau de remonter le niveau national spirituel, et certains vont revenir en rentrant la moitié du pays pratiquement dans le monde de la politique. D'un coup, toutes ces masses populaires vont aussi commencer à rentrer dans le gouvernement, vont aussi commencer à être des gens qui vont influencer. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire au niveau de ce qui s'est passé, pas uniquement, voilà, pas uniquement au niveau politique, mais au niveau social. On a l'État d'Israël jusqu'à la guerre de Kippour, mais après, ces changements-là, ils vont être avec un prix terrible, comme on a dit, un traumatisme terrible. Mais de là va sortir la volonté de mettre une âme à ce corps qui s'était bien développé, de lui mettre une âme, de lui mettre une raison. Et l'autre chose, de remettre toute la masse populaire d'Israël au même niveau, plus ou moins. Ce n'est pas possible qu'une minorité seulement soit impliquée et l'autre majorité est là en dessous et elle n'est pas impliquée. Et ça, c'est, on va dire comme ça, peut-être le changement qu'on va voir. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on ne compte plus uniquement sur nos forces. Le nombre de gens qui ont fait un changement terrible dans leur vie après la guerre du Kippour, ça c'est surprenant. Ce n'est pas tout le monde qui a décidé de faire tchouva, de revenir à Dieu, mais le nombre de gens qui ont décidé de jeûner le jour de Kippour, depuis cette guerre, est impressionnant. Et on leur demande, mais c'est quoi, vous jeûnez religieusement, pas religieusement? Ils disent, vous savez quoi, il y a un jour dans l'année où on se dit, ben, on est peut-être pas, on est peut-être qu'on a quelque chose au-dessus de nous qui fait qu'il nous tient ou qui ne nous tient pas. Et ça, c'est une révolution. Le jour du Kippour aujourd'hui, ce n'est pas le jour du Kippour qu'il y avait avant 1973. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, ce jour du Kippour, il nous permet de se remettre en question. Et ça, c'est peut-être la chose qu'on avait besoin. Quand on parle de tchouva, le Rav Kook a renouvelé des choses qui étaient écrites chez nos sages, mais qu'on avait oubliées pendant ces 2000 années d'exil, et on va finir là-dessus, Johan, c'est que la tchouva, ce n'est pas uniquement du mal au bien, mais la tchouva, c'est le mouvement d'avancer tout le temps, même du bien au meilleur. Après la guerre du Kippour, on a compris qu'on doit se remettre en question, on a compris qu'on doit constamment avancer, et pour ça, on a besoin de deux choses. On a besoin d'avoir un peu moins d'orgueil, et d'essayer peut-être de comprendre la réalité autour, et deuxièmement, d'avoir une perspective avec un fond, avec une réalité idéologique bien plus grande que la réalité qui nous a amené à la création de l'État en 1948. Et on voit que depuis la guerre de Kippour, les choses ont changé, on a encore beaucoup de travail. Et je finirai juste sur une autre petite histoire que j'adore raconter. Vous allez me dire, oui, mais en Israël, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Effectivement. Ça me rappelle, on raconte un couple qui sont sur un petit bateau avec leur enfant, un couple juif, et puis ils sont en train de pêcher, le gosse tombe dans l'eau, et la mère crie au ciel, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ya Rabbi, ya Rabbi. Elle était une mère tunisienne, bien sûr, et Dieu, il voit une mère tunisienne, il dit, bon, laisse tomber, je vais pas. Il fait un miracle incroyable, le gosse sort de l'eau, le père enlace le gosse, dit, merci mon Dieu, quel miracle. Et la mère tunisienne, je suis tunisien, donc c'est bon, ne vous vexez pas les autres. Hein. Elle dit, le petit, quand il est tombé, il n'avait pas une casquette. Et ça, c'est pour moi toute la réalité, comment on doit regarder Israël. On a regardé ce qu'il y avait en 48, avant, regardez ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, c'est vrai, il n'y a pas la casquette. Il n'y a pas la casquette. Mais je pense que ça va aller. Donc, Bezrat Hashem, on espère que ce jour de Kippour, ça sera une avancée pour nous, une avancée pour le peuple d'Israël et qu'on se retrouve dans des joies et dans des smachot, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, David. Tu nous as fait revivre l'histoire d'Israël. Tu es revenu jusqu'à 67, la guerre de Kippour en 73, et puis toujours les petites blagues tunisiennes comme tu sais les faire. Et surtout, tu nous as fait comprendre plus que l'histoire, également le message qu'il y avait à travers cette histoire. Reste ici, puisque je demande aux gens qui voulaient poser une question. Je vois M. Blum qui avait peut-être une question. C'est le moment des questions. Chers amis, vous pouvez intervenir. Ok, merci. Il y a un fait qu'on ne parle pas. C'est que, bon, il n'y a pas de contestation le fait qu'Israël n'était pas prêt à la guerre. Mais dans la nuit du 5 au 6, quand Israël a compris qu'il y aura la guerre, ils auraient pu attaquer. Seulement, il y a eu un ordre des États-Unis leur disant ne bougez pas, n'attaquez pas,
Sinon, et il est fort possible que si Israël avait attaqué à ce moment-là, qui sait, peut-être que la situation aurait été changée, je ne sais pas. Bon, enfin, Vous il y a eu avez, ce fait-là. vous avez raison, Monsieur Blum, ça rentre exactement dans cette histoire-là. Golda Meir n'a pas osé faire ce qu'ils ont fait en 1967. En 1967, on s'est disputé avec le général de Gaulle, mais on l'a fait. Oui, mais En de Gaulle 1973, n'est on pas n'a les pas osé, vous avez États-Unis, raison. hein. Parce qu'on De était, Gaulle n'est pas les États-Unis. on était dans cette peur-là. On a été bloqué. C'est pas pour rien qu'on a remis en question tous ces dirigeants, qu'on n'a plus fait confiance. Vous Oui, avez mais raison. De Gaulle n'est pas les États-Unis. Les États-Unis étaient primordiaux pour Israël. Je voudrais ajouter un détail dont on ne parle pas assez. Vas-y, Annette. Tout a été décidé par Golda Meir de ne pas appeler les réservistes. Et nous avons oublié, et ça a été caché, et je le sais, moi, de second choice, mais je l'ai entendu, elle était en traitement pour lymphome à Hadassah la veille de la guerre. C'était secret. La secrétaire était une amie de Meir Bochachou, et nous l'avons su par une femme malade en traitement de chimiothérapie ne peut pas diriger et on parle de la politique. Elle était malade, elle ne pouvait pas diriger la guerre et tout ça c'était secret. Et je voudrais qu'on introduise dans ça. Vous avez marqué que c'est elle qui n'avait pas appelé les réservistes. Elle était en traitement à Dassa. Il ne faut pas l'oublier, c'est ça qui est content. Pourquoi on a caché tout ça? Moi, ça m'énerve parce que c'est par ma qui m'a parlé à la secrétaire. Elle était en traitement chimiothérapie. Elle ne pouvait pas diriger une chose pareille. Elle n'avait pas besoin des Américains. Vous avez raison qu'effectivement, elle était malade. Vous avez raison qu'elle était malade et vous faites bien de points. C'est sûr que ça n'a pas ajouté à tout ça. Elle n'était pas toute seule. Mais vous avez raison que, encore une fois, on cachait, comme on cachait beaucoup de choses. C'était à l'époque comme ça que ça marchait. À l'époque, le public n'avait pas le droit de savoir. Nous, on savait. Le parti qui dirigeait le pays Mapai, sa devise, c'était « Je sais mieux que les autres, que le peuple, qu'est-ce qui a besoin, qu'est-ce qui est bien pour eux ». Si Dieu veut, j'espère que voilà, dans quelques semaines. Oui, David, on est avec toi. Non, juste, voilà, dans quelques semaines, j'espère, si Dieu veut, on pourra, voilà, on aura l'occasion d'en parler, Johan. J'ai rassemblé quelques petites notes dans un petit livre pour expliquer que quand on ne comprend pas qui on est vraiment, on ne peut pas réagir en conséquence. On ne peut pas réagir en conséquence. À partir du moment où on a perdu un petit peu cette foi qu'on avait pendant si longtemps, qu'on a raison, on l'avait jusqu'en 1967. C'est pour ça qu'on a attaqué. Mais en 1973, on n'avait plus cette foi qu'on avait raison à 100%. Parce que sinon, effectivement, comme a très bien relevé M. Blum, eh ben, les Américains, pas les Américains, on fait ce qui est bien pour nous. Mais vous avez raison que c'est un problème qu'à l'époque, on savait mieux que les autres ce qui était bien pour nous. Merci beaucoup, un grand merci David. Annette, on aurait pu continuer à discuter, mais on a notre ami le Rav Eitan Fison qui est impatient. Merci, un grand merci David. Avec un grand plaisir. Toda Rabba. Je rappelle que vous pouvez, j'ai envoyé le lien ici, vous pouvez vous acquitter des caparotes en ligne sur le lien que je viens d'envoyer et on va tout de suite continuer avec le Rav Eitan Fison.